Voilà, bonjour à tous et toutes et bienvenue pour ce webinaire qu'on va bientôt commencer sur la santé mentale au travail. On va laisser quelques instants, bien entendu, pour que vous arriviez. Alors, bien sûr, bienvenue aussi à ceux qui regarderont ça en replay. À leur convenance. Voilà, on est le 11 mai et je suis très content d'être avec toi, Arnaud. Bienvenue. Bonjour à tous et merci pour l'invitation et très content également. Donc oui, on va traiter un sujet important avec peut-être, enfin, en tout cas c'est notre pari, mais je suis sûr qu'on va le réussir en particulier à toi Arnaud. On va traiter ce sujet qui est quand même assez traité déjà, hein, voilà, c'est un sujet qui a pris énormément d'importance. Voilà, on va essayer de le traiter de manière un petit peu originale, en tout cas en mettant la place sur la donnée que peut avoir sur cet enjeu clé dans les organisations. Donc, on va aborder ce sujet. Voilà, vous commencez à arriver. Je propose qu'on garde voilà, une 30 secondes encore avant de vraiment commencer, bien entendu. Voilà, moi, je suis sur Paris. C'est pas terrible en termes de météo, donc je suis très bien à faire ce webinaire. Toi aussi, Arnaud, tu es sur Paris? Exactement, sur Paris et enfermé dans une pièce sans fenêtre, donc je ne souffre pas du mauvais temps. Est-ce que ta santé mentale a changé depuis que tu es rentré dans ce confinement temporaire? Ça va, ça va. Voilà. Bon, tu es en télétravail? Non, pas du tout, non, non, je suis au bureau aujourd'hui. Ok, bah voilà, donc je suis en télétravail, voilà, il est au bureau, je pense que c'est aussi dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas à partager de votre côté, bien entendu, d'où est-ce que vous êtes connecté. Très bien, bon, bah, je pense qu'on peut gentiment commencer. Je te propose, Arnaud, peut-être de te présenter rapidement hein, par rapport à ton activité, qui tu es, voilà, pour faire connaissance avec le public. Bonjour à tous, donc je suis Arnaud Rérol, je suis le fondateur dirigeant de l'ECO. Nous sommes une équipe d'une trentaine de collaborateurs et on s'intéresse au sujet de la transformation digitale. Alors, ça fait une quinzaine d'années qu'on accompagne plutôt des grandes organisations sur ces sujets-là. C'est-à-dire comment d'abord mieux utiliser le digital pour travailler plus efficacement. Mais aujourd'hui, on a défini un objectif qui sera dans l'air du temps, on va dire. Puis on se focalise sur l'idée d'arriver à rendre les pratiques de travail tenables dans la durée. Et on va y associer les notions de sobriété numérique, mais aussi de bien-être numérique. Il faut que ce soit tenable pour la planète, pour les équipes. Et puis on va garder quand même la composante efficacité. Il faut aussi que ce soit durable et tenable pour l'entreprise. Et le sujet de l'hyperconnexion est une des promesses pour moi non tenues par le digital. Ça fait 20 ans qu'on déploie des environnements de travail numériques avec cette idée de gagner du temps, de se libérer du temps pour travailler sur des sujets à plus forte valeur ajoutée, euh, gagner aussi en rapidité pour trouver la bonne information, mieux collaborer, mieux se coordonner. Je pense pas qu'on y arrive systématiquement, même. Je pense qu'il y a énormément d'effets de bord à cette facilité de connexion que l'on a acquise ces dernières années. Et l'hyperconnexion, finalement, le problème qui devient de plus en plus présent dans les organisations. On va en parler dans un instant. Et donc, pour arriver à faire évoluer les pratiques de travail et traiter ces sujets de durabilité et d'hyperconnexion, ça en fait partie, on utilise de la data. Et aujourd'hui, c'est vraiment le levier qui nous permet d'avoir le plus d'impact en utilisant de la data. On en reparlera tout à l'heure à travers l'étude, puis à travers les solutions pour venir renforcer les boîtes à outils des équipes managériales. Voilà. Donc l'ECO, c'est à la fois une équipe de conseil, mais c'est aussi aujourd'hui une plateforme de conduite du changement orientée data pour aider les équipes sur le terrain à progresser. Super, merci Arnaud, était une graine d'enchanteur, c'est écrit sur ton t-shirt. Ouais, c'est Donc, l'idée qu'il faut arriver à faire bouger les lignes avec enthousiasme et passion.
Bon, bah, écoute, ça, c'est quelque chose qu'on partage tous les deux. On s'est croisés professionnellement voilà, dans des premières, dans l'une des premières vagues, voilà, enfin la deuxième en l'occurrence du digital avec l'arrivée du web 2.0, les réseaux sociaux. Donc, ouais, donc c'est vraiment agréable de te recroiser et votre expertise, voilà, aussi est basée sur sur ce suivi dans le temps de ces transformations digitales, voilà, qui sont pas nées, voilà, juste après le confinement, bien entendu, même si elles se sont accélérées. Très bien, donc bah, je vous propose de rentrer un peu dans le vif du sujet. Avant ça, rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc je suis David Guillochot, DG de Zest, MiHub. Donc Zest, c'est un éditeur donc d'une solution digitale qui a pour but de répondre justement aux enjeux RH des organisations pour lutter contre le moteur un petit peu grippé pour le moins dans les organisations du désengagement, qui a comme impact bien de générer une sous-performance, de générer du mal-être et donc des profits en moins. Et on a plus de 200 clients voilà, qui utilisent notre solution pour bah, quelque part zester le management de leur entreprise et augmenter la performance humaine de leur organisation. Voilà, je suis ravi d'être là et avec toi et on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Pour introduire un peu le sujet, voilà, l'idée c'est plutôt de le traiter pas comme un séminaire très orienté QVCT, très RPS, voilà, non, on pourrait le faire, il y en a d'autres qui ont été faits notamment par Zest. Là, je vais quand même juste planter un peu le décor. D'abord, pour rappeler que ce sujet de la santé mentale, c'est une obligation dans les organisations, c'est une responsabilité de l'employeur, comme le Code du travail en France le stipule. Donc, on peut le faire pour des bonnes raisons. Et de toute façon, il y en a une qui s'impose à nous, qui, en tant que dirigeant, en tant que fonction de RH aussi, eh bien, c'est de traiter ce sujet de la santé physique et santé mentale, qui peut se définir de différentes façons. J'aime bien la définition de l'OMS, qui parle d'un état de bien-être. Donc, voilà, santé mentale, bien-être, pour réaliser son potentiel, pour absorber quelque part les stress normaux de la vie. Hein. Voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours. Il y a forcément des situations qui sont un peu compliquées, qui s'égrènent, mais on peut les absorber, les gérer correctement. On peut travailler aussi, grâce à la santé mentale, de manière plus productive et plus fructueuse. Donc, c'est là où ça devient un sujet qui est gagnant-gagnant entre l'entreprise et le salarié. Et puis, c'est de contribuer de manière, on va dire, d'être en capacité de contribuer à sa communauté. Dans une entreprise, bah, c'est son équipe, son projet et globalement son entreprise. Voilà. Donc ça, c'est pour planter le décor sur la santé mentale. Et c'est vrai que quand on veut agir dessus, bon, pendant très longtemps, enfin, il y a très longtemps, c'est vrai, on a pensé que la santé mentale des personnes dépendait d'interventions divines. Voilà, soit on était puni, voilà, parce qu'on avait fait des mauvaises choses. Bon, clairement, c'est pas là-dessus que vous allez pouvoir agir si jamais vous y croyez. La deuxième chose, c'est qu'on a dit aussi que la santé mentale a beaucoup été impactée dans les organisations et sur les salariés par le Covid. C'est vrai, mais c'est assez difficile en tant qu'entreprise, d'agir et de prévenir le Covid. On peut faire des mesures de sécurité, d'accompagnement, de distanciation, etc. Mais quelque part, on ne peut pas agir dessus. Donc là, la question qu'on va traiter avec Arnaud, c'est comment justement on peut agir dessus. Et on va en particulier creuser le sillon d'une approche qui va être, comme l'a évoqué Arnaud, basée sur la donnée, les données d'activité en particulier numérique, mais aussi les ressentis des collaborateurs. Et tu vas nous partager quelque chose de précieux, Arnaud, qui est justement l'étude que tu as mentionnée, que vous avez faite il y a assez peu de temps et avec beaucoup de données. Oui, c'est une étude que nous avons réalisée avec Cogix, hein, notre partenaire, qui est une équipe de neuroscientifiques. Ils sont experts, ce sont tous des docteurs en neurosciences, et c'était vraiment important de pouvoir travailler avec eux pour interpréter et modéliser les datas d'activité que l'on a collectées. Alors, effectivement, pour que vous compreniez un peu le travail de fond qui a été fait, on s'est appuyé sur 20 000 utilisateurs, enfin sur les données d'activité de 20 000 utilisateurs, et sur 2 années d'activité. Voilà. Donc il y a eu un vrai challenge technique. C'est une grosse équipe hein, qui a travaillé pendant presque 3 mois sur ce sujet-là, avec comme optique d'essayer de confirmer ou d'infirmer une hypothèse
qui était est-ce que les gens qui sont avec des agendas saturés ou qui envoient des mails le soir, le week-end, sont constamment dans cette situation-là, ou est-ce que ce sont que des pics et finalement des situations qui sont du coup dans un cas acceptable, dans l'autre beaucoup moins. Donc c'est ça qu'on a voulu analyser. Et puis ensuite, on a voulu comprendre essayer de déterminer à partir de quelle situation, en tout cas, quels étaient les éléments caractéristiques d'une situation d'hyperconnexion pour lequel on pouvait commencer à avoir des problématiques de fatigue cognitive. Donc c'est là aussi où nos collègues de Cogix ont travaillé à rapprocher l'état de l'art sur les études en neurosciences avec nos data. Et puis donc on va à la fois répondre à cette question, et puis on va aussi expliquer un peu les conséquences, et vous allez peut-être vous retrouver dans ces situations d'hyperconnexion. En tout cas, moi, si petit clin d'œil que j'ai promis à mon fils, j'ai eu le grand plaisir de voir que mon fils avait participé à cette étude. Donc ça, c'est voilà, et ça, c'est la petite fierté du père. Voilà, petit clin Ouais. d'œil. Et bien Ouais. sûr, mon fils regardera le replay. Ça sera obligatoire. Allez, Oui, je te puisqu'il est laisse en cours, avancer c'est ça? sérieusement. Ouais. Oui, parce qu'Antonin, effectivement, a été dans l'équipe pendant 5-6 mois, et effectivement, il a été la cheville ouvrière pour arriver à travailler en tant que data scientist sur toutes ces données. Alors, la première information, vous la voyez sur ce graphe. Chaque petit point est un utilisateur, et on a positionné chacun en fonction du nombre de mails envoyés sur la période et le nombre d'heures en réunion. Donc, le constat, c'est extrêmement hétérogène, et c'est très difficile de résumer la situation d'une population, que ce soit d'une entreprise ou plusieurs entreprises, par une valeur moyenne, parce que on va finalement focaliser sur une situation qui ne concerne que quelques utilisateurs, et on a un écart type, comme on dit, qui est beaucoup trop important pour résumer ça par une moyenne. Deuxième information, on a réussi à distinguer trois profils. On a distingué la personne au centre, le profil intermédiaire, qui représente l'essentiel du panel, 75% des utilisateurs, qui sont dans une situation d'interaction en dehors des heures usuelles de travail qu'on a définies par la plage 8h-20h. Vous voyez, on n'a pas été très exigeant, hein, 8h-20h, c'est assez large. Et certains nous disent même qu'on devrait plutôt faire 9h-18h, voire exclure les périodes de déjeuner. Donc on avait cette vision assez large, assez, comment dire, peu exigeante de la notion de plage usuelle de travail. On a quand même cette masse d'utilisateurs qui ponctuellement va interagir en dehors et avoir des pics d'activité. On a ensuite les hyperconnectés. C'est cette population sur laquelle on va faire un focus, qui, elle, se retrouve très, très régulièrement à interagir en dehors de ces périodes usuelles de travail, et y compris en réunion, pas uniquement par des interactions même. Et puis on a 15% du panel qui, elles, vont vraiment être quasiment exclusivement à interagir et à se réunir pendant cette plage de 8h-20h. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir dimensionner et de pouvoir considérer que on a à peu près 10% d'une population d'entreprise qui va subir une fatigue cognitive, et potentiellement aussi une exposition à un risque sur sa santé qui est très supérieur à ce qu'il devrait être. Hop, voilà. Si on revient sur le précédent graphe où on compare les plages d'envoi de mail et le nombre d'heures de réunion cumulées, donc là on a nos trois populations. Alors on ne va pas rentrer dans le détail de ces graphes, mais on voit qu'il y a une corrélation entre le fait d'être dans cette situation de fréquence de débordement sur des zones non usuelles de travail, et la quantité de mails envoyés et la quantité de réunions. On va même voir tout à l'heure que la quantité de réunions auxquelles on participe est un facteur assez caractéristique qui permet de déterminer finalement, ou du coup d'en voir que c'est aussi une cause de cette situation d'hyperconnexion. Sur cette population d'hyperconnectés, on a constaté que de par ces interactions en dehors des heures usuelles de travail, on a une plage de travail qui va venir renier sur les temps de récupération.
Et ça a des conséquences sur la santé si c'est trop régulier. Donc ces temps de récupération, ils sont à la fois dans la journée, lorsqu'on a des réunions qui s'enchaînent sans espace de respiration, quand on enchaîne les visios les unes derrière les autres. Le cerveau a besoin, comme un muscle, de se reposer, il ne peut pas être sans cesse sollicité. Et donc le fait d'avoir cet enchaînement de bout en bout de réunions crée déjà une situation de fatigue. Et si en plus on déborde sur des heures de repos, c'est-à-dire le soir, le week-end, ben on accentue ce phénomène. Donc là, on a pu le mesurer. Vous voyez sur ce graphe, population jaune, ce sont ces profils d'hyperconnectés, et les profils intermédiaires sur les barres de couleur verte. Donc, je vous l'ai déjà dit il y a un instant, mais on a pu mesurer aussi que les profils hyperconnectés sont aussi des collaborateurs qui ont un excès de réunions, beaucoup plus de réunions que les autres. Ah, ouais, merci. Donc, quelles sont les conséquences physiologiques, on va dire, sur les collaborateurs? Donc, on a d'un côté une sursollicitation et de l'autre des plages de récupération qui sont réduites par ce débordement. Donc, la sursollicitation, c'est le fait de ne pas laisser son cerveau se reposer. Et notre cerveau, voyez-le comme un organe qui a une mémoire tampon dans lequel il va mettre toutes les informations dont il a besoin pour travailler, pour exécuter une tâche. Mais si, au cours de l'exécution d'une tâche, on vient lui rajouter sans cesse de nouvelles informations, elle sature et on risque de perdre l'information nécessaire à l'exécution de cette tâche et donc à la fois perte de performance, mais aussi une compensation qui va entraîner de la fatigue. Sur la récupération, c'est ce que je disais à l'instant, c'est qu'au bout d'un moment, notre cerveau, il fatigue si on le met pas au repos. Donc, c'est important, ça a été démontré par des études en neurosciences, de respecter des pauses. On le voit dans notre vie quotidienne, par exemple, lorsqu'on nous donne des conseils de faire des pauses, lorsqu'on conduit toutes les 2 heures, je crois, on doit faire une pause de 5-10 minutes. C'est la même chose, c'est les mêmes raisons physiologiques qui devraient nous conduire à en faire autant dans notre contexte de travail. Donc, cette fatigue cognitive, ensuite, elle se traduit de manière différente en fonction des individus et puis en fonction de la sollicitation. Et il n'y a pas que la sollicitation professionnelle aussi qui va entrer en compte, bien sûr. Mais d'abord, on va systématiquement avoir une baisse de performance, baisse de la concentration. On va être plus lent dans l'exécution de nos tâches. Et puis, on va même avoir des biais d'impulsivité dans la prise de décision. Donc, ça va venir modifier finalement notre comportement en tant que professionnel. C'est pas uniquement une fatigue qu'on ressent quand même lorsqu'on a envie de dormir, c'est une inefficacité de notre cerveau. Et puis, dans certains cas, et si cette sollicitation, cette hyperconnexion, elle se prolonge, on a un risque sur la santé. Alors, ça se traduit déjà par une baisse de motivation, mais qui peut être une baisse aussi du goût au travail, une baisse de goût à la sociabilité, donc c'est à interagir avec ses collègues. Et puis, ça peut aller bien sûr vers ce qu'on voit tous malheureusement, c'est parfois des situations de burn-out. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc on a démontré que cette situation-là existe, c'est 10% après de la population, et puis on s'est intéressé également en faisant un sondage sur un panel représentatif avec Ipsos à quel était le ressenti des collaborateurs. Et cette fatigue qui est démontrée par des études scientifiques en neurosciences et qui est constatée de par les métriques sur les environnements de travail, elle est également exprimée par les collaborateurs. Donc, on a un cinquième de la population qui ressent déjà de la fatigue, une fatigue accrue, à partir d'1 heure de visio. Ce chiffre monte à 56% au bout de 2 heures de visio, et on passe à 70% au bout de 3 heures de visio. Et je pense qu'on est bon nombre à être présent aujourd'hui à faire régulièrement 3 heures de visio consécutives, pas forcément dans la même réunion, mais 3 heures de visio consécutives, et on ressent cette fatigue. Donc, on a tendance à pas écouter son corps, à pas écouter ce ressenti, et il faut. C'est un des éléments qui ressort de cette étude. Alors, les causes de cette hyperconnexion, on les a identifiées, enfin, on a identifié 3 principales causes. L'une structurelle, et ça, c'est peut-être aussi ce qui est souvent un peu nié dans l'organisation, que ça peut être la culture de l'entreprise ou le fonctionnement de l'entreprise qui va être à l'origine
d'un contexte qui va créer des situations d'hyperconnexion dans l'entreprise. Par exemple, le fait d'avoir un fonctionnement trop centralisé qui va nécessiter pour toutes les décisions de réunir les personnes, de le faire parce que les outils, enfin les façons de travailler en mode asynchrone sont peu efficaces. On a besoin de le faire en synchrone et du coup, on vient ajouter et presque cannibaliser tout l'agenda de certains acteurs clés avec des réunions parce qu'on n'a pas trouvé aujourd'hui dans ces organisations-là d'autres façons de mobiliser de l'attention et de pouvoir informer et décider la coordination d'action autrement. On a aussi, on voit aussi que les collaborateurs sont pas, comment dire, armés de la même manière pour faire face à cette hyperconnexion. Donc, un des signes pour le montrer, c'est que certains profils intermédiaires, H2 dans notre codification, arrivent à traiter autant de réunions et d'emails sans déborder en dehors des heures usuelles. Voilà. Mais donc ça veut dire aussi que il y a des méthodes et il y a des solutions qu'on peut apporter aux collaborateurs pour les aider à mieux gérer cette situation d'hyperconnexion. Et puis il y a un dernier phénomène, un phénomène culturel qui est plus insidieux, que vous peut-être vous pouvez observer aussi de votre côté, c'est l'influence que vont avoir des managers hyper connectés à développer une culture du débordement. Ça veut dire en positionnant des réunions à la frontière de ses heures usuelles de travail et de ses heures de repos, ou envoyer des mails après le dîner parce que lui choisit de travailler à ce moment-là. Tout ça va introduire une sorte de normalité de travailler en dehors de ces plages de travail dites normales. Et ça, c'est mauvais puisque ça finalement, ça empêche le collectif de mettre en place une organisation et des pratiques de travail qui vont, comment dire, appréhender cet enjeu d'hyperconnexion. Alors, ce qu'on a identifié, il y a plusieurs causes. David va revenir dessus tout à l'heure, mais il y a un sujet qui est extrêmement, enfin que tout le monde connaît. Et moi, depuis que je suis rentré dans le monde du travail, on en parle. Cette foutue réunionnite, pardon. Donc cette réunion qui est clairement au cœur du problème. Et ce qui est fou, c'est que ces dernières années, on n'a fait que aggraver la situation avec les outils digitaux, puisqu'on a facilité la possibilité de se rencontrer à distance. On a rendu possible l'optimisation des agendas. Et on a, au lieu de libérer du temps pour faire autre chose, avec ces gains sur les transports, ces gains logistiques, on a au contraire, par effet rebond, augmenté le nombre de réunions sur lesquelles on était sollicité. Et aujourd'hui, on a aggravé cette situation d'hyperconnexion du fait de l'amélioration des outils, parce qu'on n'a pas changé nos comportements en parallèle. Donc ça, on l'a également mesuré, puisqu'avec cette même enquête, on a plus de la moitié des répondants qui pensent que plus de la moitié de leurs réunions pourraient être réduites ou évitées. Donc ça montre le potentiel que l'on a pour libérer du temps si on arrive à utiliser la réunion autrement et à faire fonctionner la réunion autrement. On reviendra dessus dans un instant, mais ce qui est intéressant, je crois que c'est mon slide suivant, ouais, c'est ça, c'est d'arriver justement à équipe par équipe à parler de ce sujet-là. Et c'est peut-être ça l'objectif de ce webinaire pour moi, ou de l'étude qu'on a diffusée. C'est si vous pouvez mettre ce sujet-là comme un sujet de discussion au sein de l'équipe, je pense que déjà, il y a peut-être 30% du chemin vers la résolution qui peut être faite parce que assez rapidement, on identifie les temps qu'on peut arriver à gagner dans des réunions qui sont parfois un peu longues et qui pourraient être recalibrées. Donc cette étude, si je résume les enseignements, c'est garder en tête que probablement dans vos organisations, vous avez 10% des collaborateurs qui sont sujets à l'hyperconnexion et on a une vision pour l'instant assez tolérante à cette notion d'hyperconnexion parce que je vous rappelle que ce sont des gens qui vont interagir en dehors des plages 8h-20h. On pourrait être un peu plus restrictif et on aurait du coup un chiffre qui serait encore plus important. Ça a des vraies conséquences sur le bien-être, mais aussi sur la santé des collaborateurs. Et il ne faut pas être dans le déni, ce ne sont pas des problèmes liés aux gens, c'est
principalement quelque chose qui est lié à l'organisation et à son fonctionnement. Et aujourd'hui, on a de la donnée et on peut objectiver cette situation-là. On peut suivre des grandes entités, savoir si le temps passé en réunion, par exemple, progresse, enfin, s'aggrave ou au contraire s'améliore. On peut aussi savoir avoir les évolutions des interactions en dehors de ces plages usuelles de travail. Donc, on a matière pour, enfin, on a la possibilité maintenant de mesurer, sans être dans une solution de flicage, mais en tout cas avoir un indicateur qui dit que la culture change ou que l'entreprise progresse. Voilà. Et ça passe pas uniquement par des injonctions à ne pas être hyper connecté. Ça passe nécessairement par localement, équipe par équipe, à ce questionnement de pourquoi est-ce qu'on utilise les réunions, comment est-ce qu'on utilise la réunion, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer et libérer du temps sur nos réunions. Donc gardez en tête que c'est un sujet, c'est un vieux sujet, qu'on s'est complètement accoutumé avec cette problématique de réunionnite, qu'on est comme cette grenouille dans la casserole dont la température monte, on se rend plus compte des aspects négatifs de cet excès de réunion. Alors que si on avait brutalement passé de 2000 à 2023, c'est-à-dire de la situation des années 2000 à celle d'aujourd'hui, on aurait été horrifié par la quantité de réunions auxquelles on était sollicité. La data, c'est ces métriques qui nous permettent de voir la trajectoire. Ça nous aide à renforcer la nécessité de changer. Et donc, la question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce que vous feriez si vous aviez plus de temps? Alors, je ne sais pas si on a beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est la question que vous devriez vous poser. Et le constat que l'on a fait en interviewant les organisations, c'est que finalement, c'est ce qui est comprimé par l'excès de réunion et par cette hyperconnexion, ce sont des temps qui sont soit des temps pour lesquels on peut apprendre, soit des temps pendant lesquels on peut socialiser avec ses collègues, des temps où on peut explorer de nouveaux sujets. Enfin, ce sont des temps qui sont extrêmement importants pour qu'on se sente bien dans l'entreprise, bien professionnellement et qu'on s'épanouisse. Ce ne sont pas des temps qui sont très longs, mais qui sont nécessaires. C'est un peu comme le sel ou le piment qu'on met dans les aliments. C'est nécessaire pour voilà, donner de la saveur à notre quotidien au travail. Et c'est ces temps-là qui sont mangés par cette hyperconnexion. Voilà. Et donc, pour terminer, aujourd'hui, certains connaissent notre plateforme Grit autour de la mesure des émissions CO2. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre objectif, c'est de rendre les pratiques de travail plus soutenables dans la durée. Il y a la partie sobriété, mais il y a aussi la partie bien-être numérique. Et donc, on est en train de travailler, et on est au stade de l'exploration, donc du maquettage. Là, vous voyez une maquette de l'outil qu'on est en train de préparer, qui s'adresse aux équipes pour arriver à valoriser, enfin pas valoriser, pardon, à rendre visible ces situations d'hyperconnexion, diagnostiquer, permettre aux équipes finalement de voir où sont les points particulièrement sensibles et par le mécanisme de nudge, arriver à introduire dans ses routines quotidiennes des nouvelles façons de gérer son temps pour arriver à libérer les agendas de cet excès de réunion. Voilà. Et j'en dis pas plus, on en reviendra tout à l'heure, je pense, en conclusion avec David. Ouais, super. Merci, merci d'avoir partagé à la fois cette étude qui est factuelle en termes d'activité, on va dire enregistrée par l'activité numérique dans Office 365, enfin non, plutôt dans 365 puisque c'est très large. Et donc ça, je pense que ça nous concerne tous. On est de plus en plus dans des activités numériques. Et numériquement suivi, on va dire ça comme ça, du coup. Donc, c'est un formidable puits d'informations. Bien entendu, il y a le sujet de la confidentialité, et du côté Big Brother des choses. Je pense que c'est peut-être une des questions que vous aurez plus tard, et je vous invite d'ailleurs à les poser dans le channel. Ce que je vous propose maintenant, c'est effectivement de compléter ce point de vue, ce panorama, par rapport à la donnée. Parce que si on prend un pas de recul sur les challenges de manager finalement la santé mentale, qui est une responsabilité, je le rappelle, et avec le souci de l'améliorer, d'éviter les situations critiques, il y a à peu près 4 challenges qui sont quand même pas, pas petits. C'est d'abord d'appréhender vraiment l'humain.
C'est-à-dire qu'on n'est pas, voilà, contrairement à ce qu'on dit, ressources humaines, on ne se matérialise pas simplement par des quantités produites, des heures de connexion, voilà, ou des heures de réunion. On n'est pas que des ressources mobilisées, quantitativement mesurables. On a un cerveau, on a des hormones, on a des émotions, on a des craintes, on a des attentes, on a des frustrations, etc. Donc ça, et des leviers de motivation intrinsèques qu'il faut comprendre. Donc ça, c'est vraiment appréhender l'humain, qui est un sujet vraiment assez récent dans globalement le management des organisations. La deuxième chose, c'est qu'il faut traiter équitablement et concrètement les collaborateurs. C'est-à-dire que ce sujet, on ne peut pas dire qu'on va se concentrer uniquement sur les personnes, sur une certaine population du siège, par exemple, ou simplement les connectés qui utilisent les outils numériques, parce que eh bien, ceux qui sont peut-être dans les usines ne l'utilisent pas. Et pourtant, leur santé mentale est un sujet aussi important. Et concrètement, on l'a vu, il faut agir, c'est une responsabilité. Mais il ne faut pas faire que du curatif, bien entendu, il faut faire du préventif. Et donc, il faut trouver la manière, et les données que tu as partagées dans l'étude sont aussi des manières éventuellement de détecter des dérives qui vont avoir des effets dominos, avec des relations de cause à effet. Et donc, c'est très important d'être équipé pour identifier les signaux avant-coureurs et pouvoir agir dessus, en discuter et agir, bien sûr. Et puis, enfin, quand on est une équipe de 10 personnes, une organisation de 10 personnes, ça va. Mais quand on est plusieurs milliers, plusieurs sites, plusieurs cœurs de métier, plusieurs pays, plusieurs cultures, plusieurs ce que vous voulez, eh bien, c'est cette complexité, cette variété, cette diversité, ce nombre, ce volume qui va rendre eh bien, cette écoute, quelque part, du sujet de la santé mentale, cette prise en compte, encore plus difficile, puisqu'on ne va pas pouvoir forcément, à l'échelle, avoir un psychologue à côté de chaque collaborateur, bien entendu. Donc ça, c'est vraiment les challenges que l'on a vus. Et donc, pour y répondre, on l'a vu, on l'a abordé avec l'étude de l'Écho et qui a été très, très intéressante. C'est en plus des données d'activité, qui sont des éléments vraiment clés, en particulier sur l'hyperconnexion, puisque la dématérialisation et l'utilisation des outils, ça peut être presque 100% d'une activité professionnelle dans une entreprise. Pour certains, c'est moins, mais c'est quelque chose de très, très important. Et on a vu que c'est des choses des sujets, des thématiques, notamment les réunions, qui peuvent avoir un impact très fort sur le temps, mais aussi sur l'état d'esprit. Et donc le bien-être. Il faut pouvoir mesurer plus globalement finalement le bien-être et ses causes, surtout pour agir, comprendre. Alors, il faut dans vos organisations avoir un indicateur. Il y en a plusieurs qui peuvent exister, plusieurs types de façons de poser la question concrètement à vos collaborateurs. C'est le ressenti du bien-être par chaque collaborateur. Donc ça, c'est la mesure, ce qu'on appelle directe. C'est dire, David, tu te sens comment là au travail, voilà. Ton niveau de stress est sur une échelle de 10, positionné à combien, ce genre de questionnement très direct sur le bien-être ressenti. Ensuite, et c'est vraiment important de ne pas se contenter que de cette première mesure, c'est de mesurer les causes potentielles. Donc, ça peut être l'équilibre vie perso-vie pro, qui est une obligation pour les cadres au forfait en France, par exemple. Et on sait que c'est un élément important. Tu en as parlé sur la plage horaire. C'est vrai que 8h, 20h, vous avez été fort, quand même, les gars. C'est que je serais très intéressé d'avoir la statistique 9h, 18h. Voilà, parce que je pense qu'il n'y a pas autant de zen que ça, parce que, effectivement, la zénitude absolue, ça serait certainement d'être très strict et très. Alors après, il y a des métiers qui sont plus ou moins faciles pour ce genre de choses, mais c'est vraiment l'équilibre vie perso vie pro, parce que dès qu'on étend la plage horaire, on va être encore plus dans le monde où les interactions personnelles, et en plus si on est en télétravail, ça sera encore plus important. La charge de travail en tant que telle, voilà, le nombre de réunions est un indicateur. Il y a d'autres indicateurs de charge de travail, d'autres éléments, l'hyperconnexion qu'on a abordé tout à l'heure, le ressenti de l'hyperconnexion. C'est ce qui est intéressant, c'est que là tu nous as donné une formidable source d'information. Factuellement, l'hyperconnexion, c'est quoi dans mon organisation? Ce qui serait génial, c'est d'avoir le ressenti de l'hyperconnexion, puisqu'il y a des capacités personnelles, tu l'as évoqué, qui peuvent être un peu différentes, des métiers qui peuvent être indifférents, qui peuvent expliquer ça. Je voudrais rajouter à cet échange
un concept qui est un construit psychologique très intéressant, qui a été fabriqué je crois que c'est 99 par Edmondson, qui est une psychologue qui a beaucoup travaillé sur ces sujets-là aux États-Unis et qui a en particulier travaillé avec Google sur la question de la performance des organisations et en particulier des équipes dans une entreprise, dont Google. Et elle a apporté le concept de sécurité psychologique. Et ça, c'est intéressant parce que dans une organisation, ma santé mentale, quelque part, elle ne dépend pas que de moi. Elle dépend de comment quelque part, j'interagis, je m'insère dans mon écosystème, équipe, collègue, manager, ou dans mon écosystème un peu plus large, organisation. Manager de manager, collègue un peu plus éloigné, etc. Pourquoi pas client et compagnie. Et elle a apporté un élément sur finalement cette notion de sécurité psychologique dans un espace donné, par exemple mon équipe, où on va vérifier que je me sens, on va dire, en sécurité, safe. Est-ce que j'ai pas de peur? Je peux exprimer les idées, je peux évoquer les problèmes, je peux prendre des risques, j'ai le droit à l'erreur. Je suis valorisé si je suis différent, si je m'habille différent, si je suis à un âge différent, si j'ai des orientations différentes. Donc cette inclusion est très importante aussi dans cet élément. Et ils ont démontré que cette sécurité psychologique était l'un des prédicteurs les plus importants chez Google pour la performance des équipes individuelles. Ils ont fait une grosse étude. On partagera le lien sur notamment l'étude qui a été faite, Rework. Okay. Donc ça, c'est premier élément, il faut mesurer le bien-être et les causes du bien-être. Alors, pour donner un peu au pot de quoi faire, en plus de ce qu'a évoqué Arnaud, moi, je vous propose 3 bonnes pratiques qui sont sous le chapeau de ce qu'on appelle la management tech et en particulier dans la famille écoute active. C'est-à-dire que l'écoute active, ça veut dire qu'il faut écouter l'humain dans l'organisation et activement, ça veut dire aussi qu'il faut se mettre en situation d'action. Parce que si c'est juste pour avoir un diagnostic, eh bien, rien ne se changera et bien entendu, vous aurez moins en moins d'informations. Alors, il y a ces 3 rituels, ils sont positionnés différemment dans l'organisation. Donc, le premier que vous connaissez très certainement, vous le faites très très certainement, c'est à un moment donné, vous faites une enquête, un baromètre social, une enquête bien-être, satisfaction collaborateur. En général, ça fait 20-50 questions, c'est allez, une fois par an, parfois c'est plus long, je vous encourage à le faire au moins une fois par an. C'est anonyme, on veut vraiment là ne pas protéger quelque part la parole. Pas forcément la libérer, mais la protéger. Et puis, on va avoir un diagnostic des plans d'action qui va être plutôt au niveau de l'entreprise, de l'organisation, piloté par la RH en général. L'autre rituel qui marche très très bien, c'est de descendre à la maille des équipes, comme on l'a évoqué. Et tu l'as très bien dit, Arnaud, en fonction de comment je travaille dans mon équipe, mes réunions, c'est souvent avec mon équipe, l'impact de mon manager dans mon organisation d'équipe. Donc, ça va être la maille qui va être très intéressante. Et ça, on va faire ce qu'on appelle des prises de pouls au niveau des équipes. On va avoir une petite huitaine de questions, dont 2 questions qui vont être sur le bien-être et qui vont permettre de monitorer la météo et l'évolution de la météo. Mais ça peut être aussi de recueillir ponctuellement un feedback qui dit est-ce que vous trouvez que les réunions sont bien gérées dans l'équipe? Ce qui va enclencher une discussion et un plan d'action au niveau de l'équipe et du manager. Et c'est là où on est partie prenante. Donc forcément, ça peut être anonyme, mais ça peut être aussi non anonyme, ou en tout cas au choix des collaborateurs. C'est ce qui peut se faire dans la plateforme Zest. Et puis enfin, et là, on n'est plus dans l'anonyme. C'est vraiment important que ce sujet soit un élément de conversation entre le manager et le manager. Dans les trames d'entretien, alors, si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement, mais je vous encourage à le faire, beaucoup de clients chez nous l'ont fait, y compris dans des secteurs d'activité très opérationnels, comme Célio par exemple, il faut pouvoir avoir une fréquence d'échange un peu structurée, un peu plus qu'annuelle. Mais au minimum, il faut le faire à l'année. Et on parlait des cadres au forfait, où il y a des éléments qu'il faut traiter, qui est une obligation légale par rapport à ce sujet-là. C'est là forcément anonyme, c'est préparé, donc ça va se discuter entre le manager et le collaborateur. Et là, on va être dans la posture du manager coach. On va pas être dans la posture du command contrôle. Voilà, tiens, ton stress, il a augmenté, c'est pas bien, faut que tu le baisses. Voilà, ça va pas être ça. C'est comment je peux t'aider, comment dans l'organisation de notre fonctionnement, on peut fonctionner. Et ces 3 rituels, eh bien, sont vraiment des piliers de performance humaine dans votre organisation. Voilà, donc c'était un peu
la contribution que je voulais apporter à ce sujet, en plus des données incroyables sur le profilage finalement de nos activités et le risque lié à l'hyperconnexion que tu as abordé. Alors, avant d'aborder vos questions, vraiment n'hésitez pas à les partager, ou vos inquiétudes, ou vos retours de pratique. En tout cas, nous, on a avec Arnaud une proposition à vous faire. Comme vous l'avez vu, on travaille sur ces sujets avec envie, passion et prise de conscience de cette responsabilité que l'on a. Donc, tu vas compléter, mais moi j'ai envie de dire que si vous avez, vous aussi, ce sentiment cette nécessité d'agir sur le bien-être mental de vos équipes, de vos collaborateurs, si vous êtes convaincu que la donnée, c'est pas que pour du flicage, c'est vraiment pour être, parce qu'on améliore que ce qu'on mesure, c'est pour créer des bonnes pratiques à impact positif, et que vous avez envie de co-innover, puisqu'il y a des choses qui, bien sûr, se construisent, comme l'a évoqué Arnaud, eh bien, parlons-en. Et en plus, c'est le bon moment. Pourquoi pas prendre rendez-vous la semaine du 22 mai, puisque le 22 mai, il y a la journée mondiale, enfin la semaine mondiale de la santé mentale. Et donc, voilà, c'est un bon sujet, un bon prétexte d'engager une conversation hors du cadre avec l'écho ou avec Zest sur ce sujet, et on sera ravis de le faire. Arnaud, tu veux compléter? Oui, c'est pour aller dans ton sens. Hein, on est vraiment sur un sujet d'innovation managériale, d'innovation RH. On parle beaucoup d'intelligence artificielle générative. Voilà, vous voyez que l'innovation est au cœur aujourd'hui l'innovation digitale est au cœur de l'actualité. Donc il faut pas avoir peur d'aller vers des sujets et des technologies qui sont nouvelles, même si bien évidemment l'usage de la data est toujours quelque chose qui peut être comment dire, sensible, l'acceptabilité de l'usage de la data, notamment par les collaborateurs. On est aujourd'hui en mesure de fournir toutes les mesures de protection pour respecter la vie privée des utilisateurs. On a une donnée qui peut fournir du bien, puisque arriver à rendre visibles ces phénomènes d'hyperconnexion qui sont aujourd'hui enfin, connus de tous, mais non traités parce que un peu masqués. Donc la data est une source comment dire, d'amélioration positive pour les collaborateurs et pour les organisations plus généralement. Aujourd'hui, on est au stade de l'exploration. C'est-à-dire qu'on a cette data, on a cette capacité technologique à collecter de la data, on a une plateforme qui s'adresse aux utilisateurs finaux sur la mesure des émissions CO2, et on est en train d'essayer, nous, côté déco, enfin, on est en train de, pas d'essayer, on questionne aujourd'hui nos clients, les entreprises également qui ne sont pas clientes de l'éco, qui s'intéressent à ces sujets-là, sur comment est-ce qu'on pourrait insérer euh, ces usages dans le contexte de leur entreprise pour répondre à des problématiques, à leurs problématiques. Voilà. Donc, si vous voulez nous consacrer 30 minutes pour qu'on puisse avoir une conversation complètement libre sur ces sujets-là et nous aider à mieux comprendre les problématiques auxquelles vous êtes confrontés, et puis de votre côté, vous partagez un peu nos réflexions et ce qu'on voit dans d'autres entreprises. N'hésitez pas à prendre contact avec nous et je serais vraiment très content de pouvoir échanger avec vous. Écoute, top. Effectivement, sur cette proposition et cette envie d'avancer et d'innover, de co-innover, c'est vrai que typiquement, ça serait. Et j'invite nos clients qui nous écoutent, et puis ceux qui vont le devenir, à, à- oui, à utiliser on va dire nos différents outils ou nos différentes approches, et puis à prendre ce pas de côté en disant bon, ok, on a de la data de différentes sources. Voilà, Microsoft, Zest, et ben mettons-la quelque part en regard et étudions des choses. Par exemple, moi je trouverais génial de corroborer nos indicateurs d'engagement, nos indicateurs de risques psychosociaux sur le taux d'hyperconnexion, par exemple. Et je pense que ça serait, et en l'analysant par famille de métiers. Puisque tu parlais du provage d'hyperconnexion, je pense que c'est vraiment intéressant de comprendre les différents métiers
dans une organisation qui est quand même assez structurante sur la manière de s'hyper-connecter, mais aussi sur sa santé mentale potentiellement. Et ça, je pense que c'est vraiment des choses sur lesquelles nous, on serait ravis d'avoir ce travail un peu en profondeur. Avec des clients partenaires quelque part, puisque c'est pour notre bien-être commun, puisqu'on en bénéficiera tous, bien entendu. Voilà, on a été super, Arnaud, on avait un petit challenge sur le nombre de slides, et je trouve qu'on a super bien tenu le timing. On a peut-être été trop vite, donc n'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas aussi à nous solliciter après coup pour avoir plus d'informations. Marie en particulier vous a partagé pas mal d'informations et de liens utiles, donc qui vont vous permettre tranquillement d'accéder à des contenus complémentaires. Bon, et puis après, on est des êtres humains, donc n'hésitez pas à nous solliciter, comme l'a dit Arnaud. Une bonne conversation, c'est toujours enrichissant, je vous le promets. Et donc, ça sera quelque chose qui peut être une prochaine étape naturelle. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, vous pourrez nous solliciter avec vos questions de toute façon à n'importe quel moment. On est super à la minute près à l'heure. Je suis sur le sujet des réunions qui durent trop longtemps, notamment. Je trouve c'est un peu un clin d'œil sympa de finir exactement à l'heure. Voilà, merci beaucoup pour votre participation à ceux qui ont été en ligne et un grand merci à toi Arnaud et d'avoir partagé une partie de cette étude que j'invite encore à découvrir et pour vous solliciter. Merci également, David. C'est très sympa cet échange. Et puis, merci à tous pour votre attention et j'espère à bientôt. Passez une bonne journée. Et voilà. Et donc, prenez soin de votre santé mentale et de celle de vos organisations. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.